Vous pouvez y aller, oui. C'est bon? Ouais. Ok. Bon, écoutez, on va commencer. Merci à tous pour ceux qui sont connectés. Donc, bienvenue. Vous êtes au laboratoire de Massy. Vous êtes au service commun des laboratoires et on va passer un petit moment ensemble, une quarantaine de minutes ensemble. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer, de vous expliquer ce que c'est que ce curieux métier de chimiste au service de la protection des consommateurs. Donc, pour ça, il faut parler un peu plus du service commun des laboratoires. Le service commun des laboratoires, c'est un réseau d'État. Donc, nous sommes des chimistes, nous sommes des fonctionnaires du ministère des Finances et on travaille pour deux administrations. On travaille pour la DGCCRF, donc la répression des fraudes, et puis la douane. Donc, quel va être le métier, peut-être le vôtre, hein, puisque mon objectif, c'est aussi de vous donner le goût de nous rejoindre. Ce qu'on va faire, c'est de traiter les prélèvements qui ont pu être effectués par la douane à l'entrée du territoire ou alors par la répression des fraudes depuis la production sur le territoire et la vente dans les magasins de détail. Donc, le premier métier des collègues du service commun des laboratoires, c'est l'analyse. Mais c'est également, alors pardon, excusez-moi, où sommes-nous avant de dire ce qu'on fait? Nous sommes répartis sur tout le territoire. On est 12 laboratoires avec deux laboratoires ultramarins à La Réunion et aux Antilles. Donc une répartition territoriale qui est une répartition historique qui dépend des pôles d'activité. Par exemple, autour de Rennes, on va faire toute l'alimentation animale et ainsi de suite. Donc, des laboratoires d'État, comme je disais, au service de la douane et de la répression des fraudes, et qui font l'analyse des prélèvements de ces deux administrations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand je vous parlais d'un métier original au service de la protection des consommateurs, c'est parce que non seulement on fait de l'analyse, mais en fait, on a 4 missions. Une mission d'analyser, ce que je viens de vous dire, analyse expertise, mais également une autre mission en amont, c'est de développer des méthodes. Évidemment, vous savez que dans toute entreprise de chimie, on fait de la R&D, hein, bien sûr. Alors nous, on ne fait pas de la recherche fondamentale, mais par contre, on a une obligation de répondre à nos donneurs d'ordre, qui sont la répression des fraudes et la douane, comme je disais tout à l'heure, lorsque des nouveaux besoins émergent. Par exemple, si on parle de nanotechnologie, il y a eu un moment où il a fallu commencer à investiguer des produits alimentaires ou non alimentaires et savoir si dedans il y avait des composés nanotechnologiques et si oui, combien il y en avait. Ça, c'est typiquement notre métier. Il va falloir développer la méthode pour faire ça et ce qui permettra après de faire des contrôles sur le terrain. Donc, deuxième mission, développer. Et puis, il y a un troisième métier. C'est en ça que c'est très diversifié, c'est d'appuyer. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, appuyer? C'est tout ce qui n'est pas de l'analyse, mais toujours pour nos collègues douaniers et répression des fraudes. Exemple typique, la formation. On va faire des formations sur le terrain pour, par exemple, la manipulation des stupéfiants et le prélèvement des stupéfiants. On verra tout à l'heure au cours de ma présentation tout ce qu'on fait. On va aller les aider. On peut aussi aller les aider sur le risque chimique, notamment si on doit prélever en matière de radionucléides. Quelles sont les protections? Comment ça se fait? Quel est le danger? On a aussi des choses tout à fait intéressantes, et c'est nos collègues dans les laboratoires qui vont s'occuper de ça. C'est par exemple, si la douane a besoin d'acheter des tests de terrain. Qu'est-ce que c'est qu'un test de terrain? Vous vous faites arrêter avec une substance. Si on veut vérifier si c'est stupéfiante, on va faire ce test sur le terrain. Le douanier va faire ce test. Eh bien, ils se sont équipés de ce genre de dispositif. C'est le service commun des laboratoires qui a étudié les cahiers des charges et qui leur a conseillé de choisir tel ou tel matériel. Donc, des missions d'appui. Et puis, un quatrième métier qui lui aussi est passionnant, c'est tout ce qui est en dehors de notre service, c'est la coopération. Quelque chose où nous, en tant que laboratoire d'État, on va avoir vraiment une vraie mission, c'est tout ce qui est travail au niveau de la normalisation. Normalisation au niveau de la France, au niveau de l'Europe, à l'ISO, à l'international, et où on va discuter des futures méthodes et notamment de les harmoniser. Pourquoi c'est important d'harmoniser une méthode d'analyse? Parce que lorsque je vais délivrer un résultat à un collègue de la répression des fraudes, sur un produit d'un professionnel, peut-être que je vais être amené à démontrer des anomalies. Ces anomalies peuvent générer du contentieux ensuite.
Et le professionnel a tout à fait le droit, et c'est inscrit dans le code de la consommation, de contester nos résultats. C'est fondamental, le droit à la contestation. Et donc, la normalisation des méthodes va permettre quoi? Elle va permettre que tout le monde travaille de la même façon. Et après, si contestation il y a, ça portera sur autre chose que le travail en laboratoire. Donc ça, c'est vraiment très important, cette coopération et cette co-construction des futures méthodes d'analyse. Donc, on a commencé à brosser notre panorama, on sait pour qui on travaille, on sait qui on est, 11 labos. J'ai dit 12 tout à l'heure, c'est 11, 9 labos en métropole 2 ultramarins. Et puis, 4 métiers, finalement, de l'analyse et de l'expertise. Ce à quoi on s'attend quand on dit bah, c'est quoi les laboratoires, on se dit oh, bah, ils font de l'analyse. Mais on vient de voir qu'on fait du développement de méthode, qu'on aide nos collègues. Ça peut être, j'ai oublié, dans la mission d'appui, ça peut être a posteriori. Une fois qu'un contentieux est fait, ça peut apporter de l'expertise sur les résultats d'analyse qu'on a fait et les aider à la construction de leur contentieux, voire même à préparer une intervention au tribunal. Et la coopération, je viens de le dire. La coopération, j'ai parlé juste de la normalisation. J'aurais dû aussi parler de tout ce qui est colloque scientifique, participation aux organisations internationales. On est très impliqué dans l'organisation internationale du vin, puisqu'on va voir tout à l'heure qu'on travaille sur les boissons. On travaille également sur des organisations internationales sur l'huile d'olive. Donc, le rayonnement traditionnel de scientifiques. Alors, si on commence, on a parlé tout à l'heure de protection des consommateurs. C'est tout l'objet de notre présentation aujourd'hui. On va se placer dans un premier temps au niveau européen. Pourquoi? Eh bien parce que, je vous ai dit, on est service de l'État, on va répondre aux exigences européennes. Et ces exigences européennes, notamment, c'est la surveillance de l'hygiène alimentaire au niveau européen. Chaque État membre doit effectuer une surveillance qui est pilotée au niveau de l'Europe et on doit rendre compte sur les analyses qu'on fait, fournir les résultats qu'on va trouver à l'Europe qui va compiler ça au niveau pour tous les États membres et qui va pouvoir parler sur l'exposition des populations à tel ou tel risque. Donc là, on a sur cet écran un magnifique fromage au lait cru. Et malheureusement, ce fromage au lait cru peut potentiellement être contaminé avec des listerines. Ça, il faut savoir que c'est important aujourd'hui parce que dans le temps, une contamination pouvait toucher une très petite population, un village, 2-3 villages en fonction de la production. Aujourd'hui, les échelles de production sont telles que s'il y a un accident au niveau d'une production, elle va diffuser considérablement et c'est pour ça qu'il y a une énorme surveillance et surtout une professionnalisation de la gestion des alertes pour pouvoir effectuer d'éventuels rappels à toutes les échelles européennes. Donc nous, au laboratoire, notre seul boulot, notre métier, c'est d'identifier d'éventuelles contaminations. On a la même chose sur les salmonelles. Les salmonelles, c'est encore une bactérie, c'est encore un contaminant qui va être très résistante dans l'eau, qui peut contaminer les animaux, qui peut contaminer leurs excréments, qui peuvent extension se retrouver dans des aliments. Et notamment, là, on a à l'écran des œufs et qui sont très sensibles, notamment en cas de fêlure, à la contamination par les salmonelles. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'hygiène alimentaire. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres bactéries, mais on a déjà une bonne idée à ce niveau-là. On ne fait pas que des plans de surveillance. Excusez-moi. Hop. On ne fait pas que des plans de surveillance en matière d'hygiène alimentaire, on va également surveiller les grandes sources de contamination de l'alimentation. Une qui est extrêmement connue, hop, je suis à l'envers, voilà, ici, voilà. Ce sont les pesticides. Tout le monde a entendu parler du glyphosate. Il y a une grosse problématique aujourd'hui sur les pesticides et il y a tout autant une très grande surveillance de ces contaminants. Eh bien, au service commun des laboratoires, nous allons mener les plans de surveillance européens sur des fruits et légumes, sur des céréales et vérifier les quantités de résidus de pesticides. Alors vous êtes des chimistes. Ce qu'on va faire, ce sont des méthodes de spectrométrie de masse et de confirmation.
Pourquoi j'hésitais? Parce qu'en fait, il y a une progression dans nos méthodes. Là où on est parti il y a de nombreuses années sur le dosage de quelques molécules, aujourd'hui, il faut savoir que pour pouvoir contrôler les listes réglementaires de pesticides, on est sur des 600, 700, 800 et plus molécules par analyse. Et ça, on a une pression de réponse extrêmement rapide, puisque nos donneurs d'ordre, qui sont en l'occurrence là la DGCCRF, la répression des fraudes, veulent une réponse le plus rapide possible. C'est normal, c'est un client. Et bien pour cela, on a complètement bouleversé petit à petit nos méthodes. Et aujourd'hui, on va travailler sur des technologies de type LC-Cutoff, pour ceux à qui ça parle. Et en l'occurrence, c'est une puissance d'analyse qui nous permet, grâce à l'accession de la masse exacte en spectrométrie de masse, de pouvoir faire plus que 1000 analyses. Donc nous, on en fait à peu près 800 dans un run, et ce, en 20 minutes, avec les puissances de calcul qui sont derrière. Il faut savoir qu'un run, c'est à peu près 1 giga de données, pour vous donner les ordres de grandeur de ce nouveau monde, hein. Et ça, grâce à ce type d'outils, on peut assurer cette surveillance en continu. Ce qui est important de savoir, je ne l'ai pas encore dit, j'aurais dû, c'est qu'est-ce qu'on fait du résultat une fois qu'on a fait ce dosage? Eh bien, on le confronte à une réglementation. C'est en ça que je vous parlais d'un métier original, protection des consommateurs, parce qu'on va comparer les résultats qu'on observe aux limites réglementaires. Alors, un professionnel dans son laboratoire de contrôle peut faire exactement la même chose, mais nous, on a une obligation d'aller sur des référentiels réglementaires qui vont être le code de la consommation, le code des douanes, voire le code des impôts lorsqu'on va travailler sur des tabacs ou des alcools, et des choses aussi diversifiées que ça. C'est vrai que là, vous commencez à comprendre, dans ce que j'explique, que vous allez avoir un éventail considérable de produits, de méthodes et de problématiques, et ça, c'est un des intérêts de notre métier. Donc, surveillance des pesticides, j'aurais dû dire quelque chose. Vous voyez le titre là-haut, on parle de sécurité alimentaire, les plans de surveillance et de contrôle. Je n'ai pas parlé pour l'instant des plans de contrôle, on peut en parler maintenant. La différence entre un plan de surveillance et un plan de contrôle: le plan de surveillance, c'est une surveillance statistique, exigence européenne, une couverture la plus grande possible. Et le plan de contrôle, il va passer après un plan de surveillance. Par exemple, imaginez que vous faites un plan de surveillance en pesticides. L'année N, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, par exemple, sur des ananas avec de l'étéfon. C'est un exemple réel, hein. Eh bien, l'année d'après, on va faire une surveillance renforcée sur ce produit-là et ce pesticide-là. Et ça, c'est un plan de contrôle. C'est ça la différence. Il y a une analyse de risque en plus et un ciblage. Autre exemple pour vous montrer la diversité des problématiques. Là, on a des pistaches. Ça se fait aussi, ça malheureusement, ça arrive aussi sur les céréales. Ce sont les contrôles des mycotoxines. Les mycotoxines sont des toxines qui infectent des moisissures. Donc, si vos fruits secs sont mal conservés, ou si dans un silo de céréales, il y a des moisissures avec de la température, il peut y avoir donc ce développement de moisissures. Et ces moisissures peuvent elles-mêmes être contaminées avec des toxines, et qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. Et donc, c'est très, très, très surveilleux. Donc, encore un exemple, cette fois-ci, de protection du consommateur à partir de ces plans de surveillance. Autre chose dont on parle souvent, je pense, hein, ça commence à rentrer dans le domaine public général, ce sont ces poissons avec les résidus éventuels de métaux lourds. Plomb, cadmium, arsenic, mercure, surtout mercure pour ce qui est des poissons. Il y a eu des affaires anciennes mais célèbres. Alors, pourquoi aller chercher les métaux lourds, particulièrement dans les produits de la mer? Ça, c'en est un exemple. Ici, on a une image d'un thon. Eh bien, parce que les résidus de métaux lourds qui peuvent se retrouver dans les océans, les espèces vont les ingérer, et là, on arrive dans la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que le petit poisson se contamine, est mangé par le moyen poisson, qui est mangé par le gros poisson, et on arrive au prédateur de bout de chaîne, notre thon qui est là, et qui, lui, et c'est ça qui est important, malheureusement, ne peut pas métaboliser ces métaux lourds. Donc, ils s'accumulent. Donc, ils se sont accumulés dans le petit, qui les a rendus au moyen, qui les a rendus au gros. Et puis, qu'est-ce que vous avez de supérieur dans la chaîne alimentaire au-dessus du poisson? L'homme. Donc, on va faire extrêmement attention à la surveillance de ces résidus de métaux lourds, à tel point, c'est un véritable sujet, qu'il y a des recommandations de l'ANSES pour éviter la consommation
des poissons de type thon, espadon et poissons de bout de chaîne, aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge. Donc vous voyez, c'est toujours cette multiplicité des exemples que je vous ai donnés, c'est toujours lié à une analyse de risque et une compréhension des situations d'exposition, et en l'occurrence les métaux lourds. Alors, on a parlé de protection, là vraiment pour l'instant de sécurité alimentaire essentiellement. La protection, on peut l'entendre aussi sur la protection économique. Je pense que si on avait pu échanger de façon moins unilatérale à cause de cette visio, cette distance par la visio, pardon, si on avait pu se poser des questions entre nous un peu, c'est quoi pour vous la sécurité du consommateur? Je pense qu'on serait très rapidement arrivé sur la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on serait arrivé sur la protection économique? J'en suis moins sûr. Alors, si on reste sur notre exemple de thon, on va voir comment on a double casquette, sécurité alimentaire, sécurité économique, protection du consommateur à la fois dans ce qu'il mange, mais également dans ce qu'il achète et dans ses transactions. Est-ce que quand il achète quelque chose, on lui vend bien ce qu'il pense qu'il achète? Est-ce que quand il y a un étiquetage, il n'est pas trompeur? Est-ce que quand il y a une liste des ingrédients, il n'y aurait pas des ingrédients cachés? À l'envers, est-ce que quand je mets en avant un ingrédient, est-ce que c'est vraiment l'ingrédient qu'on me dit? Exemple, la vanille. Est-ce que quand je mange un yaourt à la vanille, est-ce qu'il est vraiment à la vanille, ou est-ce qu'on n'aurait pas on n'aurait pas fraudé en mettant un arôme de synthèse de vanille? Tout ça, c'est notre métier à nous, et on a développé tous les outils. Revenons à notre thon. Les métaux lourds, on les a vus ensemble, mais en sécurité, il faut savoir aussi qu'on va contrôler les amines biogènes. Alors pour vous, chimistes, sachez, mais je n'ai pas le temps de le faire et puis ça serait fastidieux, derrière chaque composé dont je parle, il y a une méthode d'analyse, il y a des outils, c'est pour ça qu'on a un panel d'équipements extrêmement diversifié au SCL. Et donc, les amines biogènes, je reviens à mon sujet, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la dégradation des protéines. Qui dit dégradation de protéines dit libération d'acides aminés. Il y a certains acides aminés qui sont riches en azote et qui vont, par dégradation, aller vers des amines biogènes qui sont toxiques. Donc, il y a une réglementation, hein, toujours pareil, analyse officielle égale réglementation. Donc, on va faire le dosage des amines biogènes et on va les comparer aux teneurs réglementaires. Autre exemple dans les produits de la mer, c'est pas très ragoûtant, mais c'est bon, il est 14 heures, on a fini le repas. C'est les anisakis, ce sont des petits vers qui sont très contaminants des produits de la mer. C'est normal, c'est pas nécessairement toxique, mais en tout cas, ça ne peut pas être, c'est un indicateur de mauvaise qualité. Donc là, on est resté dans l'alimentaire et on bascule ensemble vers la protection économique, c'est-à-dire qu'on va regarder l'espèce. C'est fondamental dans les échanges commerciaux. Est-ce que le thon est bien l'espèce de thon qui est annoncée? Et donc, on va développer des méthodes spécifiques pour identifier les espèces. Alors, arrêtons-nous sur l'exemple du poisson parce que c'est intéressant pour voir l'évolution des méthodes d'analyse et l'obligation qu'on a en permanence de s'adapter et de changer nos outils. Si vous avez un thon entier, c'est possible, ça arrive, vous le recevez, là, vous allez faire ce qu'on appelle de l'ichthyologie. C'est un système par déduction. On fait la même chose dans les plantes, en botanique. C'est si ce n'est, alors j'invente, je ne saurais pas, je vais inventer pour vous parce que c'est trop compliqué pour moi, hein, mais si la nageoire est à picot, vous allez vers la droite. Si la nageoire est lisse, vous allez à gauche. Si dans la famille des nageoires lisses, est-ce que l'œil est placé comme ceci, etc., etc. Et par un système d'arborescence, vous êtes capable de reconnaître, de confirmer l'espèce. Ça marche très bien, c'est connu. Et ça, c'est pour le poisson entier. Mais que se passe-t-il si votre poisson a été découpé en filets? Alors là, on va changer de méthode. On va aller s'intéresser au profil des protéines. Les profils des protéines, c'est une première carte d'identité de l'espèce et on va regarder le profil électrophorétique, c'est-à-dire qu'on va caractériser le profil des protéines et on va le comparer à des banques de données de référence de profil électrophorétique et on va confirmer ou infirmer l'espèce de notre filet. Patatras, si votre filet, cette fois-ci, c'est plus un filet, c'est un produit ultra transformé. Par exemple, la brandade de morue. On oublie le thon, 5 secondes, on passe à la brandade de morue. La brandade de morue, les techniques d'identification électrophorétique ne suffisent plus. C'est trop abîmé. La protéine, elle a eu de la cuisson, elle a eu du milieu acide, elle a trop bougé. Qu'est-ce qui est plus robuste que la protéine? L'ADN. On va rentrer cette fois-ci dans la cellule et on va aller chercher l'ADN. Donc, on est très proche des techniques d'investigation criminelle et on va faire cette fois-ci la caractérisation de l'espèce par l'ADN.
Donc, vous voyez que selon le produit, il faut adapter la méthode, mais en fait, pour toujours répondre à la même question, est-ce que l'espèce annoncée est la bonne? Un autre exemple assez original sur la protection économique, si vous achetez du saumon, vous n'allez pas payer le même prix votre saumon sauvage de votre saumon d'élevage. Donc, il peut y avoir une tentation. Nous, au service commanditaire, je vous avoue, on a un petit peu de mauvais esprit. Hein. Dès qu'on voit un produit, on va aller chercher la fraude. Donc, il peut y avoir une tentation sur un saumon dit sauvage, d'y substituer une espèce d'élevage. Et bien là, au laboratoire, de quoi on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que le poisson est, au sens EST, est ce qu'il mange. C'est-à-dire que selon ce qu'il est nourri, le profil d'acide gras qu'on va trouver dans le poisson va être tout à fait caractéristique de la nourriture. Donc, si c'est nourri en sauvage d'autres poissons, on va retrouver une certaine typologie d'acide gras. S'il a été nourri avec de l'alimentation pour poissons très particulière, très différente, ben, il va y avoir une signature au niveau du profil des acides gras. Donc, vous voyez, c'est toujours en permanence. Le premier job, quand on fait du développement de méthode, c'est d'essayer de trouver un critère de différenciation par rapport à la question qu'on nous pose. On vient de parler d'alimentaire. Cette protection économique sur l'alimentaire va toucher énormément de produits. Là, je vous ai mis une pyramide d'alimentaire assez classique. Ce raisonnement que je viens d'avoir sur le ton, sur protection, sécurité alimentaire d'un côté, protection économique de l'autre, on va l'avoir sur plein de produits. Si on en fait un deuxième, l'huile d'olive, on en parle beaucoup, c'est un produit noble, c'est un produit cher, surtout quand elle est française. Hein, il faut toujours il faut sortir un peu du laboratoire parfois. Hein. Une huile espagnole, elle est à 3 € le litre à la production. Une huile française, elle commence à 15. Donc vous comprenez tout de suite, une fois que vous avez ça dans la tête, quels sont les intérêts en matière de fraude, d'adultération, de substitution d'origine. Si on prend notre huile d'olive, on va refaire le même chemin qu'on a fait avec notre poisson, sécurité alimentaire, on va regarder qu'elle n'est pas dégradée. Vous connaissez l'expression huile d'olive extra vierge. Après, il y a huile d'olive vierge et huile d'olive. En fait, ce sont 3 indicateurs de qualité qui reflètent une certaine composition de l'huile. Et nous, on va le faire. Au passage, parce que c'est intéressant, j'essaye de vous montrer la richesse de nos métiers. Sachez que l'huile d'olive comme le vin sont les 2 seuls produits qui peuvent être rendus non conformes à la dégustation. C'est un texte réglementaire. Nous avons des jurys au service commun des laboratoires qui sont capables d'évaluer la qualité d'une huile d'olive et de définir que si elle avait un défaut, eh bien, elle serait déclassée. Donc, on vient de voir notre huile, on va regarder sa qualité. Et puis, alors maintenant, en termes de protection économique, bah, c'est évident. Est-ce que quand vous achetez une huile de Nîmes, ou vous achetez une huile italienne, ou vous achetez une huile de Grèce, est-ce qu'elle n'a pas été adultérée par 2 choses? Une huile d'olive, mais d'une autre origine, voire même, on a eu ça il y a assez longtemps, des huiles d'autres origines, tournesol, noisettes, qui vont adultérer le produit pour pouvoir vous faire vendre un produit au prix d'une huile d'olive alors que vous avez mis dedans une huile qui est de moins bonne, d'un coût plus bas. J'allais dire de moins bonne qualité, c'est pas nécessairement ça, c'est un jugement de valeur, mais en tout cas d'un prix inférieur. Donc là, on a déjà avec 2 produits une bonne idée de cette préoccupation permanente entre protection économique et protection de la sécurité alimentaire. Ce raisonnement, on va le quitter. On va quitter un peu l'alimentaire maintenant. Et on va, alors hop, j'ai ce bateau qui est un peu grand, donc je me décale. On va l'avoir aussi sur les produits non alimentaires. Pareil, en termes de sécurité, en termes de loyauté. Alors ici, on a un petit bateau, donc d'une marque bien connue. En non alimentaire, nos domaines d'intervention sont aussi variés qu'en alimentaire. On va notamment travailler beaucoup sur les jouets. C'est l'exemple de ce qu'on a sous les yeux avec nous là. On va travailler sur des biens de consommation. On va travailler sur des bijoux, des métaux, etc. Si on revient à notre jouet, là aussi, je veux vous donner des grandes idées. Je pense alors sur le site et sur notre stand, vous avez des vidéos accessibles et notamment une qui parle du contrôle des jouets. Hein. Vous en avez une qui vous permet de visiter le laboratoire de Lyon
et qui vous permettra de voir ce qu'ils font. Et puis une autre sur, comme je le disais, sur les jouets. Mais revenons pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'aller voir les vidéos. Bon, qu'est-ce qu'on va faire typiquement sur un jouet? Il y a plein de choses. Il y a une norme, là aussi, hein, toujours pareil, méthode normalisée. Donc on suit, hein, c'est pas le LCL qui invente. Parfois on invente, et heureusement, comme pour certaines fraudes très particulières. Mais là on est plutôt sur un référentiel normatif de différents points qu'il faut vérifier. Typiquement, pour un enfant, les points de dangerosité, ça va être d'avaler quelque chose et qu'il y a un risque d'étouffement. Donc, on va avoir des pièces qu'on appelle un gosier normalisé. C'est un tronçon cylindrique qui mime avec un diamètre qu'on a reconnu comme étant le diamètre moyen d'un enfant. Et évidemment, si la petite pièce peut rentrer dans ce gosier, on présuppose que c'est un danger pour l'enfant. Donc, on va faire quoi sur un objet? On va d'abord faire un test d'arrachage. Typiquement, la vidéo, on l'a vu des milliers de fois, c'est le nounours, hein, le pauvre nounours à qui on arrache l'œil. Et bien oui, ce nounours, si l'œil s'arrache, alors là aussi, on ne l'arrache pas n'importe comment, c'est à 80 newtons, c'est normalisé. Une fois que ce petit, si cet œil s'arrache, ben, la non-conformité établie, et elle est dangereuse, parce que l'œil, en principe, vous imaginez, il est toujours suffisamment petit et il va rentrer dans ce gosier, donc c'est un risque d'étouffement. Autre exemple grand classique qu'on voit aussi à période de Noël sur toutes les télés, l'inflammabilité. On voit le petit nounours brûler. Alors, c'est intéressant, il y a pas souvent, on n'a pas souvent le temps dans les médias de voir en quoi c'est important de contrôler l'inflammabilité. En fait, c'est une question de risque. Votre enfant, il est en train de jouer. Une bougie, c'est un anniversaire, je ne sais pas. Hop, le nounours s'enflamme. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que nous, la répression des fraudes, le législateur, moi je m'y assimile, on n'est pas là pour interdire les choses. On est là pour limiter le danger. Donc en fait, quand on va contrôler l'inflammation d'un jouet, on va vérifier que cette inflammation est assez lente, suffisamment lente pour qu'on présuppose une intervention possible. L'enfant qui le jette parce qu'il se rend compte que c'est chaud, ça brûle, le parent qui arrive et qui lui soustrait son nounours. Donc il va y avoir une norme qui va définir le temps maximal admissible de propagation. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Du coup, quand vous avez compris ça, c'est vachement intéressant parce qu'un masque genre Halloween avec plein de cheveux, pardon, le masque Halloween avec plein de cheveux, eh bien sachez qu'on va être plus sévère sur ce masque qu'on l'est sur le nounours. Pourquoi? Parce qu'on considère que portant le masque, vous voyez moins et que donc s'il a inflammation de vos cheveux, vous mettrez plus de temps à vous en rendre compte. Donc, il faut être encore plus sévère sur le critère. Donc, c'est pour ça que c'est pour vous montrer que derrière chaque réglementation, derrière chaque valeur, derrière chaque limite, il y a en amont une réflexion. Et puis, nous, au laboratoire, on n'a pas cette réflexion. Notre boulot, c'est de donner un résultat rapide, juste, fiable. J'ai parlé de jouets. On peut regarder également sur des équipements de protection individuelle. En ce moment, ben voilà, regardez, je suis seul dans la pièce, donc j'ai retiré mon masque, mais si quelqu'un rentre, je le remettrai tout à l'heure. Eh bien, au service commun des laboratoires, nous sommes en ce moment en train de faire le contrôle de la qualité microbiologique des masques et de leur filtration, leur capacité de filtration, c'est fondamental, c'est tout ce qu'on attend du masque. Eh bien, ça, c'est typiquement de la protection du consommateur, mais sur un produit non alimentaire. Heureusement que je vous ai dit que j'allais remettre mon masque si quelqu'un arrivait. Je reprends. On va profiter de son entrée. Corinne, vous venez faire quoi? Donc, en fait, je travaille sur une alerte sur l'oxyde d'éthylène. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un antibactérien, un antifongicique. Je montre le produit, voilà. On va attendre, hop, là, je cache la marque parce qu'on n'est pas là pour voir les marques. Donc, sésame doré. Allez-y, je vous ai coupé la parole. Et donc, oui, donc c'est un antibactérien qui a été ajouté intentionnellement sur ces produits pour éviter la formation de salmonelle. La problématique, c'est que c'est un CMR, donc un cancérigène mutagène reprotoxique, et donc il est réglementé et qu'on ne doit pas dépasser un certain seuil, notamment sur les graines de sésame.
Donc là, ce que j'allais faire, c'était faire des pesées. Donc en fait, je vais les mettre dans ce genre de petits vials. Ensuite, ça va passer en analyse, donc en chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse. Alors, on retrouve la spectro de masse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est vraiment chez nous, c'est l'outil de base. Et donc, en fait, là, la particularité, c'est que c'est un composé organique volatile. Donc, c'est-à-dire qu'il a tendance, juste en le chauffant un tout petit peu, à passer dans la phase gazeuse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce petit vial, on va le mettre dans un genre de petit four qui va être sous agitation et chauffé. Et donc, l'oxyde d'éthylène va partir dans la phase gazeuse. Et donc, c'est ce qu'on va injecter pour ensuite prélever et injecter du coup en GC-Mass. Merci, je vais continuer, je vais leur raconter. Ça vaut la peine, c'est l'intérêt d'être au labo. Donc là, on a à la fois le côté contaminant dont on a parlé ensemble. Attendez, je remets mon... Oui, je veux bien, comme ça me permet de continuer sans le masque. Hop là. Voilà. Ah, il faut s'adapter à la situation. Donc là, on a à la fois le côté contaminant et puis le côté gestion de crise, alerte. On va en parler dans un instant. J'allais vous parler avant que Corinne nous rejoigne sur la vérification des dispositions douanières. Donc, je parlais de spécificité de notre métier. On a tout le contrôle des stupéfiants. Donc, hop, non, comme ça, non, toujours pas. Comme ça, voilà. Le contrôle des stupéfiants, donc c'est à la fois le contrôle des saisies traditionnelles, cannabis, héroïne, cocaïne. Donc là, les méthodes sont simples, il faut aller extrêmement vite. C'est ça qu'attend le douanier. Mais parfois, on a aussi l'émergence de nouvelles problématiques. Je pense que vous avez dû entendre parler de toute la problématique des produits à base de CBD. Donc il y a vraiment une préoccupation importante et notamment par rapport aux résidus éventuels de tétrahydrocannabinol. Vous voyez ici, vous voyez marqué un 0,2%. En réalité, ce 0,2% sur ce produit-là, hein, donc là on voit que c'est un prélèvement... non, pardon, excusez-moi. Voilà, on voit que c'est un prélèvement douanier. Sur ces produits-là, c'est une nouvelle problématique pour à la fois doser le CBD et s'assurer qu'il n'y a plus de THC dedans. Donc, c'est vraiment une problématique émergente. Il faut savoir également que sur tout ce qui est substances prohibées, on travaille beaucoup sur les substituts. Est-ce qu'on voit ça bien? Oui, voilà. Les substituts de Viagra. Qui peuvent être vraiment très originaux. Hein. Donc, vous avez ce genre de produit qui arrive au fret à Roissy. Et nous, on va nous demander de vérifier s'il n'y a pas des substances interdites dedans. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'au premier chef, on trouve ça anecdotique, ou les substances érectiles, pas du tout. Ça touche des populations assez vulnérables et surtout, c'est des produits dont on ne maîtrise pas la composition. Quand vous avez une poudre de perlimpinpin où on vous fait miroiter des effets, ben, ce n'est pas grave s'il n'y a rien. Par contre, souvent, ce qu'on rencontre, c'est on vous fait miroiter des effets sur des substances, des produits des plantes. Ben oui, bien sûr, ça a de l'effet parce qu'en réalité, aux plantes, ils ont ajouté des substituts du sildenafil citrate. Donc, c'est vraiment très important et ça fait partie de nos activités. Et on a également une deuxième activité en matière de stupéfiants et ça, c'est vraiment particulier et passionnant d'un point de vue chimie. On est amené à faire de l'élucidation structurale, à mettre en évidence de nouvelles molécules. Jusqu'à présent, depuis tout à l'heure, on n'a parlé que des recherches de choses qu'on connaissait. Hein, c'était je cherche ceci, je cherche cela, je cherche l'oxyde d'éthylène. Bon, ça va, je sais ce que j'ai à faire. En matière de stupéfiants, il y a ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse qui sont des stupéfiants, pardon, je vais y arriver, des stupéfiants non réglementés qui sont nouveaux et qui sont faits à partir de synthèses, des synthèses de pharmacie qui ont été abandonnées, de pharmaceutiques qui ont été abandonnées. Eh bien, au laboratoire, quand vous faites de la spectrométrie de masse classique, comme pour faire l'héroïne, la cocaïne, etc., ben, vous ne voyez rien. Vous voyez un pic, mais le spectre de masse n'est pas interprétable, il n'est pas dans les banques de données. Eh bien, au service commun des laboratoires, on a développé, là aussi avec la technologie QTOF, la capacité de faire de l'élucidation structurale, et c'était typiquement l'émergence d'un nouveau besoin pour nos collègues douaniers. Autre exemple, pour vous montrer la diversité de nos métiers, là, on a un appareil photo. Vous voyez qu'il est muni d'un micro. Sachez que on a beau être chimiste, on va aussi travailler sur le concept de droit de douane. Figurez-vous que sur ce type d'appareil, selon la durée d'enregistrement possible, le droit de douane ne va pas être le même. Mais attention, on passe de 0 droit de douane jusqu'à du 19, 20,
Donc, c'est vraiment des enjeux économiques considérables. Eh bien, on a des collègues, alors cette fois-ci, ils ne sont pas chimistes, ils sont plutôt physiciens, qui sont en capacité de déplomber les process, d'aller vérifier comment travaille la carte mémoire, si effectivement la durée est correcte, parce qu'on s'est aperçu aussi, dans un premier temps, que les industriels se sont arrangés pour faire des durées d'enregistrement légèrement en dessous la durée pour rester à 0% de droit, avec des micro-coupures qui vous permettaient, vous, d'enregistrer 2 heures. Mais quand la douane arrivait, ils disaient, mais non, moi j'ai bien une carte qui coupe toutes les 30 minutes, donc je suis à 0% de droit de douane. C'est nous qui avons démontré comment marchaient ces cartes avec ces micro-coupures. Et après, ça a été tranché, ça, c'est plus notre métier, c'est le législateur. On a considéré que ça n'était pas acceptable, ces micro-coupures n'étaient pas des faits, elles n'avaient que des faits que de contourner le droit. Autre exemple, donc vous voyez là, on est sorti de l'alimentaire et on est sorti de la logique chimie, dosage, on change de braquet, mais ça fait aussi partie des métiers. Un autre aspect tout à fait, et c'est au laboratoire de Massy où on est aujourd'hui qu'on fait ça, c'est ce qu'on appelle les biens double usage. On a ce masque. Décidément, je pense qu'enfin j'arriverai à me délatéraliser. On a un masque à gaz ici. Est-ce qu'il est d'usage civil ou est-ce qu'il est d'usage militaire? Encore une fois, on n'interdit pas l'exportation de produits militaires, ça se saurait. Par contre, s'il est déclaré civil, c'est tout à fait autre chose. Parce que s'il est militaire, il y a un processus d'exportation tout à fait particulier. Donc, nous, au laboratoire, on nous demande sur certains produits de vérifier que certains produits sont bien civils et ne pourraient pas être détournés à un usage militaire. Alors, je vous ai mis ce masque à gaz ici parce que on a eu un exemple extrêmement intéressant. C'était un masque à gaz civil avec une pastille juste au niveau du filtre. En fait, cette pastille, elle ne résistait pas au gaz toxique. Donc, d'emblée, il n'y avait pas de souci, il ne pouvait pas être à usage militaire. Donc, on a confirmé l'usage civil. Vous voyez, c'est intéressant de voir comment on s'y prend. Je voudrais aborder une partie absolument caractéristique de notre métier au laboratoire, très différente de ce que peuvent faire les laboratoires d'analyse privée, c'est la gestion des crises. Alors, je vois qu'il est déjà 42. Je crois que, je ne sais pas si Madame Rousselin est avec nous. Je pense qu'il faut normalement que j'arrête à 45. Ça va être un peu délicat. La gestion des crises, je vais vous en donner un exemple. C'était sur les laits contaminés chinois qui sont assez anciens. Juste pour vous dire que le lait à l'international est payé au taux de protéines. Et le taux de protéines, on y accède par le taux d'azote, avec une technologie que vous connaissez probablement dès le collège, c'est le gel DAL. Donc, je dose l'azote, donc je dose les protéines parce que j'ai un facteur multiplicatif internationalement reconnu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a quelques années, il y a eu une fraude massive où on a introduit de la mélamine, qui est une molécule extrêmement azotée et qui a permis de faire monter artificiellement le taux d'azote. Sauf que cette mélamine était toxique et il y a eu plusieurs centaines d'enfants tués en Chine et ça a été une alerte qui nous a énormément utilisés. D'autres crises, mais je vais essayer d'aller assez vite. Nous avons géré la crise de Fukushima. C'est le service commun des laboratoires qui a fait l'intégralité des analyses des quelques produits qui pouvaient rester après l'accident de Fukushima à l'importation. Là aussi, on a fait de l'appui auprès des collègues douaniers qui avaient des craintes légitimes au moment des prélèvements. On a également été dans l'affaire des lasagnes à base de cheval, que vous avez là aussi, je pense, tous en mémoire, en l'occurrence, substitution du bœuf par du cheval. Et là, on a fait ce dont je parlais tout à l'heure, les fameuses techniques ADN. Il suffisait d'avoir l'amorce du cheval et de faire les recherches. Et puis, plus récemment, nous sommes intervenus sur les conséquences de l'incendie de Lubrizol, où là, il a fallu faire en grande urgence. C'est ça la particularité de la gestion de crise, avec une forte pression médiatique, une forte pression des autorités sur le laboratoire, et évidemment l'obligation de ne pas se tromper. Et là, on a dosé des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines, et puis plein d'autres composés, non pas de pesticides, et d'autres composés que je n'ai plus en tête. Un exemple, tout à l'heure, je vous parlais de développement de méthode. Là, vous avez une couche. Donc, vous voyez comment on passe d'une problématique à l'autre. C'est incroyable. Il y a eu une pression, il y a toujours une pression d'ailleurs,
sur ces produits pour enfants au motif de l'absence de réglementation et donc à la fois une pression des consommateurs et une pression du législateur sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de gênant dans ces produits-là. Et donc, on a fait un travail tout à fait original, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, avec la DGCCRF, avec l'ANSES et avec le SCL, de co-construction de la problématique analytique. Qu'est-ce qu'on va aller rechercher? Donc là aussi, on est allé rechercher des contaminants qu'on attend classiquement, les HAP dont je parlais tout à l'heure, les dioxines qui sont vraiment des rémanents. On est allé chercher le glyphosate parce que qui dit couche dit coton dit potentiellement glyphosate. On est allé regarder, vous voyez là à l'écran qu'il y a quelques petits dessins, on est allé regarder les éventuels colorants azoïques qui peuvent être présents dans les encres, et ainsi de suite. Et ce qui est important, et c'est pour vous montrer la richesse de ce qu'on fait, il a fallu faire évoluer la méthode. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a fait une méthode où on broyait toute la couche, on regardait ce qu'il y avait, et ça nous a permis de faire une première réponse à l'ANSES sur ce qu'il y avait. Et puis à partir du moment où on a vu qu'il y avait quand même un certain nombre de molécules, on a commencé à réfléchir en étant plus précis, et on a abouti au concept d'imprégnation. Et aujourd'hui, les analyses, on les fait avec un simulant d'urine qu'on va faire imprégner dans cette couche, qu'on va récupérer, qu'on va concentrer et qu'on va doser pour être au plus près, et c'est ça qui est fondamental comme idée, au plus près de l'usage du produit. Et puis, j'en ai presque terminé, donc on devrait être dans les temps, il n'y a pas de souci. Je voudrais vous parler de ce qui est presque le plus compliqué chez nous. Alors, pas que chez nous, hein, il y a des laboratoires qui le font. Je vous ai parlé dans les fraudes, vous avez entendu que j'avais parlé d'espèces avec nos poissons, que j'avais parlé d'origine avec nos huiles d'olive. Donc, espèces et origine, donc ça, on le recouvre sous le terme d'authentification. C'est vraiment au cœur de notre métier. La répression des fraudes sur la loyauté, c'est vraiment important. Et sachez que pour répondre à une question, est-ce que c'est bien de telle origine ou est-ce que excusez-moi, est-ce que c'est bien de telle origine? Est-ce que notre huile d'olive est bien de l'origine qu'on dit? En réalité, c'est extrêmement complexe. Les outils derrière, il n'y a pas une molécule qui permet de tracer une origine, ça n'existe pas. Et donc, qu'est-ce que fait le chimiste? Il va faire plein de critères. On va parler d'analyse multicritères et il va travailler ça d'un point de vue statistique. Avec un univers qui va être de P variables, les variables étant tous les paramètres que vous avez mis dans le pot. Ça peut être des taux de sucre, ça peut être des déviations isotopiques, ça peut être des valeurs RMN, ça peut être vraiment beaucoup de choses, des couleurs, etc. À ces P variables, vous avez les individus qui vont être la banque de données que vous aurez constituée à partir d'origines connues et sûres. Donc ça, c'est un point fondamental. Et une fois que vous avez cette modélisation, c'est ce qu'on voit avec ce spectre qui est la donnée brute non déconvoluée de nos traités. On fait du traitement chimiométrique, du traitement statistique, donc analyse factorielle discriminante, analyse en composantes principales, c'est très complexe. Mais à la fin, on a quelque chose du style qu'on a là, c'est-à-dire de la modélisation avec des volumes. Là, en l'occurrence, ce que vous voyez, je ne sais pas par rapport à vos écrans si vous voyez tout, mais sachez que chaque sphère représente l'origine d'un jus de pomme. Et donc, ça vous permet de confirmer ou infirmer l'origine. Donc, vous avez vu que dans cette présentation, on est parti du plus simple. Hein. On a commencé par les plans de surveillance où on recherche un contaminant. Et on est passé par des choses plus complexes. On a vu qu'on recherchait 900 pesticides en une seule analyse en 20 minutes. On est arrivé sur des choses complètement originales qui nous quittaient sur la chimie. Et puis, on finit sur des méthodes vraiment pointues de chimiométrie. Et bien, sachez qu'au service commun des laboratoires, tout ça, on le fait dans nos 11 laboratoires. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un peu hop là voilà, je m'habitue. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un métier très original. Je pense que je voulais démontrer. C'est un métier d'enquête. J'ai pas eu le temps de vraiment le développer, mais sachez que je vous présente des choses comme si c'était évident. Mais en réalité, l'histoire, elle commence toujours par quoi? Parce que vous avez une fraude connue, vous trouvez la méthode sur la fraude, vous faites les contrôles, puis tout d'un coup, vous voyez plus rien. Tout va bien, tout est conforme. Donc, soit vous êtes naïf et optimiste, soit vous êtes en train de vous dire qu'il y a une nouvelle fraude que vous n'avez pas vue. Et c'est la plupart du temps, c'est le cas. Et donc, il faut réinvestiguer et remettre sur le métier l'ouvrage. Et puis, là aussi, j'espère que je vous ai montré les techniques d'analyse extrêmement variées. On a à peu près tout ce qui se fait. Et puis, variées et de pointe quand on peut suivre en termes d'investissement
C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à faire ces pesticides ou ces nouveaux produits stupéfiants. Je conclurai sur le stand. Sur le stand, vous avez de quoi, si vous voulez nous rejoindre, voir les différents postes qu'on offre. Chez nous, je vous avais dit qu'on était de l'État. Hein, vous serez fonctionnaire du ministère des Finances avec différents grades, aide technique de laboratoire, technicien ou ingénieur. Et il faut soit le brevet, soit le baccalauréat, soit une licence. Et tous ces postes sont décrits comme le lien. Je vous ai mis le lien sur économie.gouv.fr/recrutement. Vous trouverez tous les métiers du service commun des laboratoires qui se font par concours d'État. Hein, la seule exigence, c'est votre niveau d'origine. Donc, comme je disais, brevet, baccalauréat ou licence pour être respectivement aide technique, technicien et ingénieur. Et ensuite, c'est un concours d'État avec une partie normale d'écrit, puis des entretiens et ainsi de suite. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à me retrouver sur le stand où je pourrais vous apporter des éclairages plus précis. Pour moi, j'en ai fini. Je ne sais pas si Madame Rousselin, il y a des phases de questions ou pas. Je vous laisse gérer la suite et je vous remercie de votre attention. Avez-vous des questions? Parce que je vois qu'elle ne nous rejoint pas. Par contre, je pense qu'il faut qu'on vous libère un micro dans ce cas-là. Ah, voilà, je vois. Madame Rousselin, est-ce que je libère le canal? Comment on fait? Elle n'a pas son micro. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ben, écoutez, dans ces cas-là, je vous remercie et moi, je vais quitter la conférence. À moins qu'elle me donne des instructions. Non. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et encore une fois, vous pouvez me rejoindre sur le stand.